Bonjour à tous. Agréa, c'est une association en fait. C'est un organisme constitué de bénévoles à 100%. On n'a aucun salarié et qui fait des missions dans l'Arctique. Je prends un peu d'avance. Depuis 73, 78 officiellement avec le dépôt des statuts. Mais donc ça fait 45 ans qu'on organise des missions. Alors surtout en écologie, plus sur les vertébrés, les oiseaux, les mammifères. Mais également, on est des passionnés d'un peu tout ce qui vit, tout ce qui court, tout ce qui trotte. Donc les fleurs aussi. On les a sinon étudiés, en tout cas observés, photographiés, et puis c'est pour ça que j'ai répondu volontiers présent pour vous faire un petit panorama des adaptations des plantes arctiques. Alors je passe chaque fois m'arrêter sur les éventuels liens avec le biomimétisme, mais je pense que ça sera apparent. Vous le verrez vous-même, ça saute aux yeux souvent, la forme de ces plantes vont vous rappeler des choses. Alors voilà, je partage cette conférence avec Raphaël Sané, qui n'est pas là, qui est en Antarctique, mais qui m'a aidé à sélectionner les photos, à les mettre en page. Et vous voyez en bas le petit logo du GREA, celui de l'Université de Bourgogne. Mais on est également, je le dirai après, aidé par l'Institut polaire français, donc dans des missions avec le CNRS, bien sûr. La flore arctique, alors préambule sur le GREA, j'ai commencé à le faire, 73, première expédition. On a à ce jour visité plusieurs dizaines d'endroits, près d'une centaine de missions, plusieurs centaines de participants, de 20 pays, 25 000 journées hommes. Donc ça commence à faire, on commence à accumuler de l'expérience. C'est souvent des expéditions assez légères, en zodiaque, avec des camps itinérants, enfin, ou en tout cas des camps des camps souples, on peut dire, constitués de tentes uniquement, pas de matériel dur. Et on a la chance parfois aussi, comme en Sibérie, de rencontrer des peuples autochtones, mais c'est pas vraiment notre cœur de métier, on va dire. Les écosystèmes marins, on les étudie aussi à la marge, enfin à la marge pour les mammifères, un peu plus spécifiquement pour les oiseaux, notamment cette mouette ivoire qu'on voit en haut à gauche, qu'on étudie depuis 2003 et qui nous intéresse beaucoup parce que c'est une espèce qui est intimement liée à la banquise. Et vous le voyez en bas, la banquise est en train de se réduire en peau de chagrin. Et donc on s'attend éventuellement à ce que ce soit l'une des premières espèces à disparaître, de vertébrés à disparaître dans l'Arctique. C'est aussi une espèce, pour rebondir sur ce que disait Yvan Andrich avant, qui n'est pas du tout adaptée à la pluie. Généralement, à ces latitudes, il ne fait que neiger en été, quand il y a des dépressions. Et depuis quelques années, on voit des pluies estivales et une mortalité de 100% dans les colonies, en fait. Donc c'est assez préoccupant. Alors, ce qui nous intéresse encore plus, ce sont les écosystèmes terrestres, et notamment ces interactions entre le petit lemming à collier, ce petit rongeur, et 4 de ses prédateurs. Alors, pendant longtemps, on a étudié les interactions directes, ce qui nous a permis d'expliquer pourquoi ce lemming avait des fluctuations cycliques importantes, des cycles de 3-4 ans. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse encore plus, c'est les interactions indirectes, qui sont même beaucoup plus difficiles à mettre en évidence, mais qui peuvent nous apporter une connaissance plus élargie sur la structure, le fonctionnement de ces écosystèmes. Et bien sûr, l'impact du réchauffement climatique dans ces interactions, avec l'IPEV, l'Institut polaire français et le CNRS. Plusieurs dizaines d'articles, comme tout bon scientifique, on publie, y compris dans des bonnes revues. Et ce dont on est presque, je dirais, plus fier, en tout cas certains de nos membres, c'est tout ce qu'on peut organiser autour de ces activités scientifiques en termes de vulgarisation, avec des conférences, des colloques, des expositions. En France, beaucoup, mais aussi à l'étranger. On retourne sur place, au Groenland, par exemple, en bas, où on a offert à toutes les écoles groenlandaises des expositions sur justement les adaptations des plantes et des animaux à ces climats, à ces environnements extrêmes. Alors revenons un peu à la flore, puisqu'on m'a invité pour ça. Alors quand vous voyez une photo comme ça, je pense qu'elle a été prise au Svalbard, vous vous dites c'est quand même un peu aride, un peu hostile comme milieu. Effectivement, alors malgré ça, on a quand même une énorme diversité, en tout cas relative à ce qu'on peut trouver en Antarctique, par exemple, où on a, sauf erreur, 2 plantes à fleurs endémiques, indigènes en tout cas. Au Groenland ou dans l'Arctique, on en a quand même plusieurs milliers, avec beaucoup de lichens notamment et de mousses, qui constituent parfois l'essentiel des plantes de la toundra. Par contre, on a très peu d'endémiques, moins de 5%, pour la bonne raison que... Alors ça c'est une petite animation, je ne sais pas si elle va marcher ou si on la passe, on peut essayer, mais non. Non. Retournons en arrière. Pour vous montrer ici, il y a 25 000 ans, eh ben, tout l'Arctique était couvert par une énorme calotte glaciaire. Et donc toute la colonisation qui s'est faite, surtout dans ces 10 derniers milliers d'années, s'est faite depuis les zones méridionales, les montagnes notamment. Et en 10 000 ans, en termes d'évolution, c'est assez court. On a du mal
à expliquer la formation de nouvelles espèces. Là, et de aussi, eh bien, on a une origine géographique connue du Sud. Alors bien sûr, il y a eu des barrières géographiques qu'on comprend encore plusieurs dizaines de milliers d'années plus tard en étudiant la génétique de ces espèces dans différentes stations. Ah bah si, voilà, ça marche. Alors c'est beaucoup plus vulgarisé comme présentation que ce que vous avez vu avant, très académique. Je pensais qu'il y aurait un peu plus d'enfants aujourd'hui, mais c'est vrai que vendredi c'est encore court, les pauvres. Voilà, donc c'était juste une petite animation. Ici, vous voyez que l'Arctique est souvent divisé en 2-3 domaines différents, c'est-à-dire le Haut-Arctique, dans cette couleur très sombre, violette, avec une végétation très rase et surtout discontinue. Hein. On a pas, les plantes ne se touchent pas les unes les autres. C'est vraiment, on a une touffe de plantes tous les mètres, tous les 2 mètres souvent. Ensuite, on a le bas Arctique, où là, on a une végétation quand même plus dense, guère plus haute, mais surtout plus dense, pratiquement continue, avec souvent des arbustes aussi dans les parties abritées le long des rivières ou des lacs. Et ensuite, on a vraiment le subarctique, en fait, où on touche la taïga, c'est la zone de transition entre la forêt boréale et la toundra. Alors par rapport aux régions tropicales, bien sûr, on a une productivité qui est bien moindre. En forêt tropicale, par mètre carré, on a presque 3 kg de production annuelle. Dans nos forêts à nous, on a guère plus d'1 kilo. Dans la savane, à peu près pareil. Et puis par contre, la toundra, vous voyez, on est à 20 fois moins qu'en forêt tropicale et à peine 2 fois plus que dans les déserts. Donc on est quand même plus proche d'un écosystème désertique que d'un écosystème tempéré, voire savane. La période aussi, la saisonnalité est extrêmement marquée dans l'Arctique et ça détermine beaucoup la couverture végétale. Les hivers durent, dans le meilleur des cas, 4 mois dans le sud de l'Arctique, mais ça peut descendre à 2 mois et même un peu moins tout au nord du Groenland. Enfin, en fait, ça descend même jusqu'à 0. Dès que vous arrivez sur le pied d'un glacier, vous êtes dans des conditions où il n'y a plus de végétation du tout. Mais là, on parle de température. Donc la température, oui, elle peut être favorable, positive, que 2 mois par an, ce qui est vraiment très bref. Donc on n'a que 2 saisons, l'été et l'hiver, et on a surtout un été très court et un hiver très long. Les précipitations, j'en ai déjà parlé un peu. Vous voyez ici, enfin on voit mal les couleurs, mais toute la partie centrale de l'Arctique, le Haut-Arctique, on est à moins de 200 mm par an, ce qui caractérise les déserts nord-américains, australiens. Enfin on est quand même on a un peu plus d'eau que dans le Gobi ou dans le Sahel, mais on a des conditions vraiment de pluviométrie désertique. La période de végétation aussi est extrêmement importante, avec là aussi souvent un déneigement qui se fait tardivement au Groenland, au Canada, au mois de juin uniquement, et les premières neiges qui reviennent en septembre. Donc ça explique que voilà, vous n'avez que 2 mois et demi de végétation, de période de végétation. Et puis là, une belle animation, peut-être que celle-là va marcher, avec les vents dont on parle rarement, mais qui pour la flore est très importante, parce que ça va à la fois dessécher les plantes, mais ça va aussi transporter des cristaux de glace, des petits grains de sable qui vont vraiment agir comme une toile de verre sur les feuilles. Et si vous avez trop de vent, eh bien la végétation ne peut pas s'installer, ou en tout cas certaines plantes ne peuvent pas s'installer. Ce qui est marrant, c'est de voir, c'est surtout très chaotique hein, dans l'Arctique, c'est assez peu régulier, sauf dans cette belle région du nord-est du Groenland d'où nous allons, où là on a toujours des conditions anticycloniques avec 3 mois de beau temps par an. Voilà, ça on a vu. Voilà, alors une petite photo quand même pour vous montrer que malgré ces conditions extrêmes, on a quand même par endroits une végétation qu'on pourrait presque qualifier de luxuriante, mais ça s'explique toujours par des phénomènes un peu exceptionnels. C'est ce qu'on appelle des oasis polaires souvent. Ici en l'occurrence, c'est sous des colonies d'oiseaux marins. Et là, effectivement, l'effet combiné à la fois la protection d'une partie des vents par la falaise et les guanos, les éléments minéraux déposés par les oiseaux, font qu'on est vraiment dans des conditions extrêmement favorables. Alors, un petit chapeau spécifique sur les lichens. Je voulais challenger les tardigrades. Ça va être dur, mais on est presque, on n'est pas mauvais. Je ferai l'impasse sur les mousses parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais les lichens, je pense que ça valait le coup de s'y arrêter. Premièrement parce que c'est vraiment la plante pionnière par excellence. C'est elle qui vient, alors pas après la chute, après la fonte des neiges, mais pour illustrer quand les glaciers se retirent, c'est les lichens qui colonisent en premier de la roche nue, grâce à différentes formes, différentes stratégies, la production d'acides qui permettent aux racines
des champignons de se fixer. Bon, vous le savez tous, c'est une association entre une algue et un champignon. Ici, par exemple, cette espèce est intéressante. Elle a été plongée, alors malheureusement, pas dans l'hydrogène liquide, mais dans l'azote liquide. Et elle a aussi très très bien survécu à ces températures. Et elle avait même été recouverte, je crois, de plomb, je ne sais plus, avant de passer au microscope. Enfin, il y avait une histoire. Alors, bon, la prochaine étape, c'est l'hydrogène, j'ai noté. Et puis nous aussi, alors là, on est un peu meilleur parce que nous, c'était en 2005 que les plantes ont été mises en orbite, enfin pas en orbite, ont été sorties de la station pendant plusieurs jours. Et ben là aussi, elles sont revenues sans problème à l'intérieur. On les a ramenées sur Terre. Elles avaient toujours leur capacité physiologique. Et elles ne sont pas mortes de ce séjour. Alors très beau aussi. Alors cette forme, surtout aplatie, très, en autocollant, on dit aussi, bon, c'est une forme qui leur permet justement de résister à l'abrasion. Donc très intéressante. On peut les dater aussi. Certaines espèces ont une croissance très très régulière. Et ces rhizocarpons, par exemple, on pense que les plus vieux ont au minimum 4500 ans, parce que comme la croissance ne se fait pas chaque année, il y a des années défavorables, ils sont sans doute même encore plus vieux. Donc certains organismes très vieux. Voilà, et puis pour passer aux plantes à fleurs, une partie qui va durer un peu plus longtemps. Alors les plantes à fleurs, c'est surtout, vous allez voir, les couleurs et les morphologies qui sont intéressantes et qui nous donnent des idées en termes de biomimétisme. Et je pense qu'à la fin de cette présentation, le message, ce serait surtout que vous rendiez compte que rien n'est dû au hasard dans cette flore arctique, que ce soit la couleur, la forme, la période d'activité, tout est calculé et tout est expliqué, en tout cas par les conditions du milieu. Alors ici, une image typique de toundra, vous le voyez, c'est quelque chose de une végétation très basse. Pourquoi très basse? On l'attribue à deux causes principales. Premièrement, le pergélisol, donc le sol est gelé en permanence, parfois sur plusieurs centaines de mètres de profondeur, et donc les racines ne peuvent pas pénétrer très profondément, donc les arbres auraient du mal à s'ancrer. Et deuxième cause également, c'est que en hiver, il vaut mieux être protégé dans la couche de neige que d'avoir les oreilles qui dépassent et de se les faire déchiqueter par les cristaux de glace. Parce que quand la neige se forme à très basse température, c'est pas une neige très belle, c'est pas des beaux cristaux qu'on voit dans les films de Walt Disney, c'est des petites aiguilles. C'est pour ça que dans le froid, le blizzard est assez violent. C'est pas du tout la même structure. Et donc, à moins 20, moins 30, un blizzard qui transporte ces petits cristaux, ça détruit la végétation, le bois, tout ce qui dépasse. Alors voilà aussi un exemple d'une espèce. La plupart sont donc couvre-sol, on pourrait dire, ne dépassent guère de 5-10 cm. Ici la taille d'un oiseau, mais c'est un tout petit oiseau. Et pour vous montrer aussi ce saule arctique, donc même les saules qu'on pourrait appeler presque des arbres, en tout cas des arbustes, parfois ils sont plusieurs fois centenaires, mais en fait ils ne font que 5 cm de hauteur et ils s'étalent par contre sur plusieurs mètres de large. Alors ici une illustration pour vous montrer notamment l'avantage de rester couché près du sol, c'est que, alors ça c'est fait en Sibérie, en fait, c'est dans des nids d'oiseaux qui avaient été, pas abandonnés, mais abandonnés ou désertés. Et donc on a continué quand même, sans le vouloir, à mesurer les températures au niveau du sol, vraiment dans la mousse, dans la toundra, au niveau du sol. Et on se rend compte qu'en pleine journée, alors le jour est permanent, mais on a quand même des grosses variations jour-nuit. Mais en pleine journée, à midi, on a des températures tous les jours de 25, 30 degrés, 40, parfois même 50 degrés. Au niveau du sol, c'est tout à fait... Alors, il y a eu une semaine très chaude début juillet, mais 30-40 degrés, c'est pas du tout exceptionnel, même au Groenland. Donc ces plantes, le fait de rester aussi tout à fait... de rester vraiment au niveau des 2-3 premiers centimètres leur permet d'avoir chaque jour quelques heures très favorables pour leur physiologie. C'est bien la prochaine. Alors ici, on commence à rentrer dans des adaptations un peu plus high-tech. C'est une parabole, hein, vous l'avez tous reconnu. Donc la forme est parabolique, mais c'est pas tout. Vous voyez qu'à l'intérieur, alors bien sûr, les organes reproducteurs sont au centre de la fleur, et c'est là qu'on a besoin du plus de chaleur. Et c'est pas un hasard non plus si les petits poils blancs qui poussent sur la petite capsule centrale sont noirs. C'est une couleur aussi, bien sûr, vous le savez, qui est importante pour capter, emmagasiner de la chaleur. Et autre adaptation de ce pavot, c'est qu'il tourne, il suit le soleil toute la journée. C'est l'héliotropisme, donc, comme les tournesols.
encore que les tournesols, on dit parfois qu'en fait ils font pas face au soleil, mais ils tournent le dos au soleil. Là, le pavot, lui, enfin il y a le pavot, il y a les dryades aussi, il y a plusieurs espèces comme ça qui vont suivre le soleil. Alors soit sur 24 heures, soit 12 heures uniquement et qui reviennent, qui se remettent à zéro. C'est assez intéressant. Ici une photo aussi avec une caméra thermique infrarouge qui montre bien que ça fonctionne bien. C'est un petit four solaire. Alors, autre adaptation très courante, c'est les tiges creuses. Alors ici, on dit effet de serre, oui, parce que les rayons infrarouges en fait, vont rentrer dans la tige, ils vont changer de longueur d'onde, je crois, c'est ça le principe de l'effet de serre, hein, et donc ils ne pourront pas ressortir, et donc c'est comme ça que ça va chauffer l'intérieur de la tige. Mais l'autre adaptation, encore plus probable, c'est que ça permet à la plante en fait, d'économiser du matériel lors de sa croissance. Donc il y a juste un petit support, il y a juste un échafaudage, mais on n'est pas obligé de remplir la tige de moelle et de matière qui prendrait beaucoup de temps et d'énergie à être construite. Alors ici, une forme en coussinet, qui est vraiment l'adaptation classique de ces plantes. Alors on dit arctique, mais on pourrait aussi dire alpine. Hein. Souvent on parle de plantes arctico-alpines, parce qu'elles partagent beaucoup des conditions météo, à part l'alternance jour-nuit qui, bien sûr, dans les Alpes, par exemple, est beaucoup plus marquée. Dans l'Arctique, on a plutôt 6 mois d'hiver, 6 mois de soleil pour caricaturer, 6 mois d'ombre. Mais à part ça, les températures, la pluviométrie, et souvent aussi, dans certains versants, est limitée. On a des adaptations qu'on retrouve. Et de toute façon, ces plantes, je vous l'ai dit, au niveau de la colonisation, de la dispersion initiale, elles sont venues de ces montagnes, que ce soit les Rocheuses, que ce soit les Alpes, elles sont venues de ces montagnes du Sud pour coloniser l'Arctique. Donc c'est pas par hasard qu'on retrouve à la fois les mêmes espèces et les mêmes adaptations. Ici, un petit thermomètre plongé au milieu d'une touffe de silène, et c'est dans une publication. Ça, d'ailleurs, ça a été fait dans les Alpes, sauf erreur, et on voit que la température monte de 15 degrés au moins au-dessus de la température ambiante à l'intérieur de la touffe. On a fait la même chose avec des mousses d'une couleur très rouge, qui est intéressante pour la chaleur aussi. Et on a aussi eu des changements, des écarts de température. Avec une température extérieure de moins 20, on a pu mesurer à l'intérieur des touffes de mousse des températures de plus 20, donc 40 degrés de différence. Saxifrage à feuilles opposées, une très belle espèce aussi qu'on trouve dans les Alpes, et qui là, vous le voyez, son adaptation c'est très simple, c'est simplement de se protéger derrière un gros caillou. Et c'est vrai que quand vous êtes dans des zones très très exposées, souvent les seules plantes que vous allez trouver, c'est dans des petites crevasses ou derrière un caillou, derrière une maison si c'est habité. Elles sont assez opportunistes. Le pull vert aussi, ou le pull en laine, est une adaptation très courante. Alors, il y a plusieurs choses. Alors ici, c'est une pédiculaire où c'est très très net. On a des espèces où vraiment on a l'impression que c'est presque des chenilles processionnaires qui ont colonisé la fleur. On a une pilosité un peu moins marquée chez d'autres espèces, mais le principe est toujours le même. À la fois, ça évite à la plante une trop grande dessiccation, donc ça permet de limiter la vitesse du vent sur la plante et d'éviter que ça s'évapore trop vite. Ça permet aussi de ralentir, je vous l'ai dit, l'impact des cristaux de neige, de glace ou surtout les grains de sable en été en l'occurrence. Donc ça a plusieurs avantages. Et c'est aussi, oui, il ne faut surtout pas l'oublier, sinon Rémi m'en voudrait, c'est comme le poil des ours, c'est des petits poils qui sont creux et donc on pense qu'il y a vraiment un petit effet de serre carrément au niveau de chaque poil avec une transmission de chaleur. Ici, une autre adaptation, des feuilles réticulées chez le sol. Donc des feuilles beaucoup plus dures. Donc là, on n'a pas besoin de poils parce qu'en fait, on met une espèce de cuticule cireuse en partie supérieure de la feuille, ce qui va les protéger. Alors, au niveau de l'alimentation, enfin des ressources disponibles, ces plantes aussi ont à faire face à un milieu très pauvre. Pauvre parce que déjà, avec le froid, l'activité microbienne est limitée, donc il y a peu de dégradation de la matière organique, et déjà, dans l'absolu, il y a peu de matière organique. Et aussi parce que l'eau, elle est rare, et même quand elle est là, elle n'est pas disponible. C'est-à-dire que soit elle est gelée dans le pergélisol, soit c'est de la neige, soit c'est pendant 2 mois, elle est à peu près disponible, et encore pas partout. Donc les ressources limitées, c'est pas seulement nitrate, phosphore, potassium, c'est aussi l'eau, hein, beaucoup dans l'Arctique. Alors là, cette dryade de Drummond, elle a une adaptation qui est connue aussi chez beaucoup de nos plantes. C'est une association avec des bactéries. Et donc, on a comme ça des symbioses qui se forment et qui permettent à la plante, en association avec
Pardon, j'ai dit une bactérie, c'est des mycorhizes, et donc qui permettent de récupérer l'énergie du sol. Silène de Suède, alors ici c'était pour vous parler un peu comme avant, on l'a vu sur les feuilles, sur ces grosses feuilles de pyrrole, on a des plantes qui carrément produisent une espèce de crème solaire. C'est comme les oiseaux qui font une espèce de wax, on dit en anglais. Alors il peut y avoir ça, et puis après il y a aussi les pigments d'anthocyanine dont je parlerai tout à l'heure. Toute cette coloration rouge, souvent c'est des pigments d'anthocyanine. Alors on pensait pour l'instant surtout que ça permettait à la plante de mieux capter la chaleur, et ça reste une hypothèse probable, mais c'est aussi ces pigments d'anthocyanine apparemment ont un fort pouvoir anti-UV, et ils filtrent les UV, ils évitent que la plante soit brûlée. Alors ici, un exemple de ce qu'on peut appeler une plante customisée, j'aurais pu en montrer beaucoup d'autres, qui cumulent en fait plusieurs adaptations. Donc vous voyez la forme en parabole des fleurs, vous voyez les feuilles qui sont très velues, qui sont en plus très coriaces, et puis la forme générale de la plante un peu arrondie en coussinet. Alors quelques mots aussi sur c'est des adaptations surtout morphologiques ou les couleurs, mais il y a aussi dans la façon d'organiser sa vie, d'organiser sa phénologie, qui permet aux plantes d'être adaptées à leur milieu. La dormance, la zerlée alpine par exemple, qui, un peu comme les lichens d'ailleurs, peut ralentir, peut stopper carrément ces processus de respiration, de photosynthèse très rapidement. Dès que la température chute trop, elle va se mettre à l'arrêt physiologique, on peut dire. En hiver aussi, c'est important de garder des réserves qui puissent à nouveau être utilisées l'été prochain, l'été suivant. Et vous savez qu'un gros danger, bien sûr, c'est que les cellules explosent en hiver. Donc les insectes, le tardigrade on l'a vu, mais beaucoup d'autres insectes aussi, les moustiques, les œufs de moustiques sont déshydratés complètement en hiver pour ne pas subir l'impact négatif du gel. Les plantes font la même chose. Les racines de ce pâturin se déshydratent à 66%, donc 2 tiers de l'eau disparaît. Et ça lui permet de survivre à l'hiver, même avec des températures très basses, même sans manteau neigeux, les racines ne vont pas être complètement détruites. Alors, on ne pouvait pas parler des plantes arctiques sans parler de celle-ci, qui est pratiquement la seule plante annuelle qu'on va trouver tout au nord de l'Arctique. Alors elle est magnifique, elle est minuscule, elle est difficile à trouver, mais une fois que vous l'avez repérée, on en voit quand même assez souvent. Königa islandica, et ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle illustre bien le fait que l'été est très très court dans l'Arctique et que les plantes n'ont pas le temps de fleurir convenablement, de se reproduire normalement, on va dire. Si vous plantez une graine, il va falloir énormément de temps et d'énergie avant de produire à la fois d'autres graines pour assurer la pérennité, et ce cycle-là, dans l'Arctique, on ne peut pas le réaliser en un an. Il y a guère que ces Formule 1 de la végétation qui y arrivent, mais je vous dis, c'est une ou deux espèces. Le cas général, c'est que les plantes sont bisannuelles, donc elles vont stocker de l'énergie la première année, après la germination de la graine. En automne, elles vont produire des réserves qu'elles vont stocker dans les parties charnues, dans les racines. Et c'est la deuxième année, en fait, qu'elles vont pouvoir, grâce à ces réserves, démarrer la végétation très très rapidement et fleurir et produire des graines. Mais en une année, elles ne peuvent pas le faire. Une autre façon de gagner du temps, c'est d'être sempervivante, persistante, c'est-à-dire de garder ses feuilles tout l'hiver. Donc c'est le cas des armérias, c'est le cas de la plupart des bruyères, des éricacées. Donc ça permet, même parfois sous la neige, de commencer la végétation. Dès qu'il y a les premiers rayons de soleil qui traversent la neige, la végétation commence à pousser en dessous. On a à nouveau l'histoire de la tige creuse, j'y reviens pas. On a aussi le fait que les bourgeons sont souvent prêts dès l'automne précédent, c'est-à-dire que les bourgeons floraux sont produits en fin d'été et sont déjà prêts à éclore pour l'été suivant, à la fois pour gagner du temps. Ici aussi, une cassiope, vous voyez, c'est nouveau des feuilles. Alors là, c'est des petites feuilles aciculaires qui sont aussi par leur forme très résistantes à l'abrasion et qui sont persistantes, donc qui permettent de revenir à la vie, on va dire, très rapidement, d'une année à l'autre, dès les premiers rayons de soleil. Alors malgré ça, certaines s'obstinent à vouloir se reproduire sexuellement. Et pour ça, il faut à la fois produire des graines, mais il faut aussi des pollinisateurs, qui, comme vous le savez, chez nous en tout cas, sont une préoccupation majeure, parce qu'ils sont de plus en plus rares, en densité en tout cas. Ici, dans l'Arctique, il y en a encore pas mal. Il y a beaucoup de diptères, des dizaines d'espèces de diptères.
Et les plantes, quand vous voyez des plantes comme ça, les couleurs en fait qui intéressent beaucoup les insectes, c'est le blanc, le jaune, dans une moindre mesure le bleu, qui est un peu un compromis entre bien capter la chaleur et attirer les insectes. Mais les plantes blanches ou jaunes, en fait, elles sont c'est très très mauvais pour la chaleur, ça réfléchit tout. Donc elles font le pari en fait souvent d'une pollinisation et d'une reproduction sexuée. Ici une autre espèce, l'épilobe à large feuille. Mais c'est pas le seul moyen. On a d'autres moyens de faire passer en fait, le pollen des étamines vers le pistil. Souvent, il faut que ce soit des pollinisations croisées, donc que ça aille d'une fleur à une autre. On a là ce qu'on appelle l'anémogamie, ou l'anémochorie peut-être plutôt. Donc ici, il y a un carex, et donc là, on a des fleurs mâles et femelles sur le même épi, mais en fait, on ne peut pas avoir de fécondation directe. Il faut aller sur une autre plante, il faut que le pollen aille féconder une autre plante. Alors ici, il y en a quelques-unes qui sont plus fainéantes ou plus intelligentes que la moyenne, je ne sais pas, et qui s'arrangent pour avoir une fécondation, ce qu'on appelle l'autogamie. Donc là, les étamines poussent à l'intérieur de la fleur et le pollen va directement tomber sur le pistil. Donc là, pour gagner du temps, on ferme la fleur pratiquement au sommet. Vous le voyez, il n'y a pas besoin de pollinisateur, on se débrouille tout seul et puis on a sur le coup. Alors, d'autres adaptations, pour finir, tout ce qui est reproduction, c'est très intéressant. Il y en a beaucoup dans l'Arctique, ce n'est pas un hasard. Comme l'été est trop court pour produire des graines, en fait, beaucoup optent pour une reproduction qu'on appelle asexuée, végétative. Et donc, on va produire. Alors, il peut rester une ou deux fleurs parfois au sommet, ce qui permet quand même si c'est exceptionnel, d'avoir une vraie fécondation croisée avec des échanges de gènes, ce qui est important à long terme, en termes évolutifs, de garder cette capacité quand même de sélection, d'adaptation. Mais la majorité de la dispersion et de la reproduction se fait, alors ici, par le biais des petits stolons, ces petites tiges rouges qui vont se développer sur le sol à la façon des fraisiers, c'est des stolons, et donc depuis la plante mère, on va carrément distribuer ces petits dans un rayon de 10 cm, et puis 2-3 ans après, ça va à nouveau grandir, c'est comme un rond de sorcière pour les champignons, ça va être une multiplication comme ça radiale. On a d'autres espèces comme cette renouée. Alors elle aussi, elle garde quand même 2-3 fleurs au cas où il y a un été très favorable qu'elle puisse faire des graines, mais généralement toute la reproduction se fait par ces petits bulbis. Une photo de détail ici. Donc ça, c'est carrément comme des petits oignons qui sont produits. Enfin, c'est pas des oignons, mais je simplifie. C'est des petits bulbis qui sont produits et qui vont se détacher ou parfois être mangés par des lagopèdes dispersés. Et c'est grâce à ça que la plante va se reproduire. Mais du coup, c'est une reproduction végétative. Donc c'est comme un clone. Un peu, chaque enfant sera à l'image génétique de ses parents. Tiens, j'avais un autre exemple, je crois. Bon, tant pis. Une graminée aussi, parce que les graminées, on a des graminées qui ne fleurissent que tous les 50 ans en moyenne. Donc c'est toujours par la reproduction végétative, ou presque toujours, qu'elles se reproduisent. Ici, on arrive déjà dans ce qui se passe après, une fois que les graines sont formées. Alors là, on fait appel au vent, on fait appel à d'autres processus pour se disperser. Alors, dès que vous avez des longs cils comme ça, blancs, autour des graines, que ce soit des dryades ou là, les vinaigrettes, qui sont un exemple très connu, eh bien, c'est qu'on va faire confiance au vent pour se disperser. Et j'y reviendrai enfin. C'est une adaptation aussi très intéressante par rapport aux conditions hivernales. En hiver, je vais peut-être le dire tout de suite au cas où je sois pris par le temps. Comme ça sera fait. En hiver, vous avez des vents très violents, mais vous avez aussi surtout une banquise qui permet, en fait, ça fait des ponts de terre, des ponts solides entre les îles. Et dans l'Arctique, si vous regardez une carte, vous vous dites, mais comment ces plantes, comment ces animaux peuvent coloniser? Eh bien, les plantes, par exemple, ces graines vont être balayées, vont être emportées par le vent, vont être coincées dans des congères, vont être à nouveau transportées, peut-être même 1 ou 2 mois après. Mais en fait, elles sont sur un élément solide. Même si elles sont au milieu d'un fjord, elles vont passer plusieurs centaines de kilomètres. Ça a été prouvé, je crois, entre le Spitzberg et le Groenland, qu'il y a eu des événements comme ça de colonisation de plantes par le vent. Donc ça, c'est des exemples typiques de plantes qui se dispersent avec le vent. On en a d'autres, plus intéressantes pour nous aussi. La famille des myrtilles qui se disperse plus par les animaux. Alors là, c'est ma préférée à droite, la mûre arctique. Et là, bon, c'est des graines qui sont enveloppées dans des parties charnues, qui sont appétantes pour les herbivores ou les omnivores, comme nous, et qui vont donc être transportées par eux. Voilà ce que donne, par exemple, en fin d'été, un tapis comme ça d'éricacées. Souvent, on a des parties entières de la toundra qui s'enflamment. Alors, je vous dis, il n'y a qu'un été, qu'un hiver, c'est un peu faux. Il y a un automne, mais il dure 8 jours, 10 jours, c'est ça, quoi. Mais pendant 8-10 jours, fin août, c'est vraiment magnifique. On a d'autres plantes qui font, alors c'est beaucoup plus rare quand même, hein, c'est l'exception, mais qui font appel à un transport par l'eau, par même l'eau de mer, on pense, donc comme cette myrtancie,
qui a des graines qui sont à la fois étanches et qui flottent, et qui sont résistantes au sel, et donc qui peuvent être emportées comme ça par les courants marins. Et voilà, alors j'ai pas suivi l'heure. Ça, c'est ce qui me reste? Non, bah c'est bon. Voilà, alors là, je vous remets un peu tout ce qu'on a vu un peu en vrac. J'essaie de vous le remettre classé en 5 principaux facteurs limitants pour essayer d'organiser tout ça. Alors, le froid estival, c'est un des facteurs principaux, on pense, d'adaptation. Alors pour les plantes, mais bon, on pourrait aussi parler des mammifères qui sont sédentaires et qui ont aussi à faire face à ces conditions. La neige fond tardivement, elle peut même réapparaître en plein été à l'occasion d'une dépression, donc on peut avoir des fleurs qui sont d'un jour à l'autre ensevelies sous la neige. Et pareil pour les oiseaux, on peut avoir des oiseaux qui sont en train de couver et qui du jour au lendemain se retrouvent les pieds dans la neige. Il y a des très belles photos comme ça. Donc elles doivent faire face à ça. Les couleurs rouges, je vous l'ai dit, grâce à ces pigments d'anthocyanine, sont très intéressantes. Le rouge, dans une moindre mesure le bleu. Donc souvent elles font appel à ces couleurs pour capter, pour emmagasiner un maximum d'énergie. On le voit ici aussi, c'est le cas d'une mousse très dense. Alors la couleur et la densité justement de ce feuillage qui permet de conserver la chaleur autour des parties centrales. Alors, ce qui veut dire que même quand il y a par moment des conditions vraiment très exceptionnelles et défavorables, on aura souvent une partie de cette mousse, la partie exposée au nord ou au sud selon le vent, qui va complètement dépérir, mais on aura toujours le cœur sera sauvegardé et ça va repartir de cette partie sauvegardée. On a ici voilà, un coussin de saxifrage typique avec cette forme en coussinet. Alors là, biomimétisme, vous voyez tout de suite qu'on n'a rien inventé avec nos tantiglous, c'est exactement le même principe. À la fois, c'est une forme adaptée à l'abrasion, qui va offrir le moins de prise au vent, qui va permettre de garder la chaleur au centre. On a aussi simplement la taille, hein, c'est tout bête, mais si, comme je vous l'ai montré avant sur cette courbe de température, si vous ne faites qu'1 ou 2 cm de haut, ben vous êtes sûr de rester dans les parties les plus chaudes. Et donc il y a beaucoup de plantes comme cette petite renouée pygmée. Vous voyez la taille des graviers, ça fait sur cette photo, ça fait peut-être 2 cm de large. Et c'est une plante autonome avec une fleur, etc. La stratégie du pullover avec ce Senecio de Sibérie qui là a poussé la stratégie à l'extrême. Hein. Avant la sortie des fleurs, on a du mal même à voir que c'est une fleur. On pense que c'est d'abord une touffe de poils de lièvre ou de renne. Les feuilles dépassent à peine des poils. Et puis la parabole, bien sûr. Le deuxième facteur limitant, vraiment à notre avis, hein, qui est structurant dans ces écosystèmes et pour cette flore arctique, c'est la lumière permanente. Parce que toutes ces fleurs étant venues de latitude plus méridionale, où elles n'avaient pas à faire face à cette lumière permanente, eh bien, je pense que c'est une raison pour laquelle certaines n'ont pas réussi à faire le voyage. Certaines n'étaient pas adaptées à cet excès d'UV. Et parmi celles qu'on retrouve aujourd'hui, ben voilà, certaines ont vraiment des adaptations particulières pour y faire face. Cette cuticule sur les feuilles, alors c'est pas typique de l'Arctique, on a aussi la même stratégie, je me souviens en Bretagne, on a une carotte sauvage, alors je sais pas si c'est la carotte habituelle ou si c'est une sous-espèce, une espèce bretonne, mais en tout cas qui a des feuilles très très luisantes, très très dures, exactement comme les saules réticulés. Oups. Et puis on a voilà aussi cette stratégie du tournesol, enfin de tourner, de suivre la lumière. Les ressources limitées, troisième facteur limitant, je vous l'ai dit, ce n'est pas uniquement les éléments minéraux, c'est aussi l'eau qui avant tout est une ressource rare parce qu'elle est saisonnière. Alors souvent c'est autour des petits promontoires qu'on trouve une flore un peu plus diversifiée, un peu plus abondante, un peu plus riche qu'ailleurs. Parce que la toundra est souvent très plate et dès que vous avez un caillou, un petit bloc erratique qui dépasse, eh bien, tous les oiseaux vont s'en servir comme perchoir, comme lardoir même pour les rapaces. Et donc vous allez avoir ici une accumulation de fientes, de pelotes de rejection. Les renards aussi viennent y marquer leur territoire. Et donc autour de ces petits promontoires, on trouve souvent une végétation beaucoup plus riche qu'ailleurs. On a aussi sous les falaises d'oiseaux, alors des oiseaux marins ou des oies. Au Groenland, on a une espèce d'oie qui niche en falaise. Et sous cette falaise, on a trouvé près d'une centaine d'espèces, alors que sur toute la côte nord-est, on n'en connaît que 150. Donc c'est vraiment des hotspots de biodiversité, là, pour le coup.
Et puis bien sûr des mammifères ou des oiseaux qui meurent et qui vont par l'humus permettre à plus de plantes de s'installer, ou à des plantes plus nécessiteuses, on va dire, en énergie. Souvent, voilà, des plantes qui sont un peu en limite d'aire de distribution, des plantes que vous ne devriez pas attendre à ces latitudes. Vous trouvez les latitudes, les stations les plus septentrionales sous une colonie d'oiseaux marins ou sous une hutte de trappeurs, parce qu'il y avait une place à bois avec des cendres noires qui sont très chaudes. C'est souvent des endroits qui permettent aux espèces de coloniser par saut de puce vers le nord. Et puis alors, il n'y a pas que les animaux morts, il y a aussi les animaux vivants qui peuvent être intéressants. Ici, une espèce de grassette qui elle, eh bien, c'est une plante carnivore, donc elle va carrément capturer les petits diptères pour se nourrir. Quatrième facteur limitant, le court été polaire. Alors ça, c'est vrai que pour nous aussi, c'est limitant parce qu'au niveau logistique, au niveau scientifique, il faut que tout soit fait en 1 ou 2 mois. Pour les plantes aussi, tout leur cycle doit être bouclé en 2 mois. Donc là, on a à nouveau l'exemple d'une plante bisannuelle. C'est une pédiculaire, une espèce très courante dans les milieux polaires et alpestres et alpins. On a ensuite l'idée de ces feuilles persistantes, la sempervivance, donc avec ces cassiopes, ici vu de plus près. On a la pollinisation aussi, on l'a vu, qui doit être efficace et rapide, donc plusieurs stratagèmes pour attirer les insectes. Certaines qui font l'impasse sur la pollinisation et qui s'arrangent toutes seules, en tout cas voilà, pas de pollinisation par les arthropodes ou par le vent. Et la reproduction vivipare avec production directe de jeunes plants sans passer par la production de graines. Ici des petits bulbis qu'on a vus, ou le saxifrage à stolon avec ces stolons de fraisier. Et puis enfin les rigueurs hivernales, je viens d'en parler, donc on ne va pas s'attarder. Les lichens qui permettent d'adhérer au maximum à la surface de pierre, donc un minimum de parties saillantes, de parties exposées au vent, au pouvoir abrasif du vent. Et aussi, bien sûr, ces lichens avec des capacités monstrueuses au niveau physiologique de résistance à des températures, à des pressions, à des acidités extrêmes. Alors, ce n'est pas des extrémophiles au sens propre, mais dans l'Arctique, c'est vraiment les plantes les plus extrêmes en termes d'adaptation. Les formants coussinets également, c'est pas uniquement en été pour conserver la chaleur, c'est aussi en hiver, je vous l'ai dit, pour éviter l'abrasion et puis aussi pour avoir le maximum de chances d'être enseveli sous la neige, donc des formes très compactes. Voilà, et puis les rigueurs hivernales qui peuvent aussi présenter des avantages pour la dispersion, pour ces espèces qui font confiance au vent pour se disperser. Et je vous remercie. Et puis voilà, alors ça c'est une photo d'Alaska qui vous montre justement, enfin c'est un peu exagéré, mais cette diversité de formes et de couleurs qui n'est pas liée, qui n'est pas due au hasard. Toutes ces formes, toutes ces couleurs ont une raison, elles sont là, elles sont le fruit de la sélection bien sûr, et elles peuvent s'expliquer souvent par des phénomènes d'adaptation aux conditions environnementales. Et je vous remercie.